La Terre des Pharaons, c'est un film de 1955. C'est donc 2 ans après La Tunique, le premier film en cinémascope, c'est-à-dire écran large. Et donc, à ce moment-là, écran large demandait, enfin, d'après Hollywood, demandait des grands thèmes. C'est-à-dire, ils avaient un mot pour ça, c'est Big Stream Need Big Themes. Donc, des grands sujets. Donc, l'Antiquité, forcément, c'était un grand sujet avec des gigantesques reconstitutions historiques. Et la Terre des Pharaons. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est le seul film sur la construction de la Grande Pyramide. Il n'y en a pas d'autres. Alors, des documentaires, il y en a une flopée. Je crois qu'on ne peut même pas les compter. Vous en avez vu sans doute certains, hein, parce que voilà, il se passe quasiment pas une semaine sans qu'il y ait un documentaire sur la construction des pyramides, enfin surtout de la grande pyramide de Gizeh, enfin de Khéops, pardon. Et, euh, et donc c'est le seul à ce jour. Et pourtant 1955, ça date un peu. Donc peut-être qu'Hollywood va s'y intéresser prochainement. Je suis pas sûr parce que c'est quand même un gros sujet. C'est pas évident, c'est pas évident. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à l'époque. Alors, ce qui est bizarre, alors la genèse du film, enfin, pourquoi la construction d'une pyramide. Alors, vous l'avez peut-être raconté, comme j'ai loupé le début. Noël, je veux construire une pyramide. Ça, vous l'avez. Ah, d'accord, ok. Sans rentrer dans les détails, mais Ok, il était au large de Nice. Alors, c'est au large de Nice. Tout a commencé à bord d'un yacht. Il a rencontré un archéologue. Vous l'avez raconté? Non? Ah. Bon, là, il vivait en France à ce moment-là. Il était en lune de miel, d'ailleurs, Howard Hawks. Il était avec une jeune femme, d'ailleurs, de 32 ans, plus jeune que lui. Eh oui. Mais disons il était célébré à ce moment-là, hein. C'était un des grands cinéastes américains qui tournait avec les plus grands, avec des gros budgets, un peu de toutes sortes de films d'ailleurs, hein, comédie, western, films d'aventure. Mais c'était considéré comme un des plus grands. Et donc, il résidait à ce moment-là sur la Riviera française, au bord d'un yacht. Il rencontre un archéologue égyptien, enfin un égyptologue, qui lui raconte les pyramides. Et ça commence à faire son petit chemin dans sa tête. Et donc, il revient au palace. C'était à l'Eden Rock, hein, au large du Cap d'Antibes, je crois. Je ne suis pas, ça existe encore, hein, mais je crois que c'est pour milliardaires, hein. Je crois que c'est même le milliardaire russe, hein, qui en a la propriété. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec la guerre en Ukraine actuellement, mais c'est lui qui l'a racheté. Mais à l'époque, c'était un palace très américanophile, c'est-à-dire que dès que les Américains, enfin les riches Américains se retrouvaient sur la Riviera, c'est là qu'ils allaient. Et donc, c'est là qu'était Jack Warner, le président de la Warner Bros. Il y avait Howard Hawks, il y avait Noël Howard aussi. Enfin, tout le monde était là, en train de passer du bon temps. Et à un moment, il y a Howard Hawks, donc sa silhouette très élancée, tel un sphinx, qui regarde la mer, qui regarde l'horizon et qui demande à Noël Howard, que je vous présente plus parce qu'on vous l'a présenté tout à l'heure, il se retourne vers lui et il demande donc à Noël Howard où est l'Égypte. Et il y a Noël Howard qui lui répond tout droit et à gauche. Vous l'avez pas raconté, celle-là. Ah, super. Et alors, le problème, en fait, avec la Terre des Pharaons, c'est que Noël, ah oui, c'est-à-dire qu'à un moment, donc, silence de Hawks, il était très friand de ces longs silences, hein. On aurait dit un sphinx. Enfin, il était assez impressionnant, hein. Il faut dire qu'il impressionnait même Jack Warner, qui était un des producteurs les plus redoutables d'Hollywood à l'époque. Bon, il l'était un peu tous, hein. C'était vraiment des tyrans, qui menaient leur studio d'une main de fer. Je pense que vous avez entendu parler de tas d'histoires là-dessus, hein, sur la tyrannie de Louis B. Mayer, Daryl Zanuck, etc., etc. Jack Warner, donc, et Howard Hughes aussi. Mais Jack Warner, c'était considéré comme l'un des plus redoutables, en tout cas le plus avare, le plus pingre. Et le plus, on va dire, embobineur. Parce qu'il avait un sourire carnassier, avec une fine moustache, la Errol Flynn. Et donc, en fait, disons qu'en fait, il vous entourlupait, mais avec un immense sourire, ce qui fait que ça passait beaucoup mieux. Et donc, tout le monde se faisait avoir avec lui. Mais pas Howard Hawks. Howard Hawks, c'était considéré un peu comme un aristocrate à Hollywood. Il venait des meilleurs. Je ne sais pas s'il était. Non, il n'y avait pas d'aristocratie de toute façon en Californie, mais il venait vraiment d'une belle famille d'aristocrates très éduqués. Il a fréquenté les meilleures écoles.
Et surtout, il avait une allure, il avait en fait une attitude qui en imposait à tout le monde. Donc aux acteurs bien sûr, aux techniciens, mais également aux plus grands nababs américains de l'époque, dont Jack Warner. Et donc, juste après le Où est l'Égypte, tout droit et à gauche, il s'enferme dans un petit silence, et puis tout d'un coup, il s'écrit Noël, donc à Noël Ward, qui est juste derrière, je vais construire une pyramide. Voilà ce qu'il raconte. Et c'est comme ça, c'est venu comme ça. Le problème, c'est que Noël, je vais construire une pyramide, tenait encore lieu de scénario au premier jour de tournage. C'est un peu le problème du film. Je pense, c'est le scénario. Il y a des images formidables, fantastiques, mais effectivement, le scénario, ça fait un peu un truc de bazar. Et alors, il faut savoir que la construction du pyramide, c'était pas le premier projet de Howard Hawks. Lui, ce qu'il avait en tête juste avant, c'était la construction d'un. Alors, c'est une histoire vraie. Hein, c'est l'histoire de la construction d'un aéroport américain, mais en Chine. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un récit authentique. Il fut achevé en seulement 3 semaines. Imaginez un aéroport. En 3 semaines, grâce à l'aide de 20 000 Chinois et Chinoises pour transporter dans des paniers de pierres dans des paniers les pierres et la terre nécessaire à la construction. Donc cette histoire avait fasciné Howard Hawks, qui est ingénieur de formation. Donc ces choses-là l'intéressent. Le problème, c'est qu'en 1953, quand il a eu cette idée-là, ce projet-là, 1953, c'est la guerre froide. Donc la Chine communiste, c'est pas possible. Là, il y avait la guerre de Corée qui venait de se terminer. Donc là, c'était plus possible. La coopération entre la Chine communiste et les États-Unis, c'était plus possible. Donc voilà pourquoi, après, quand il a entendu parler de la construction d'une pyramide, il s'est dit, tiens, bon, il y a peut-être un parallèle à faire. Et c'est un projet encore plus grandiose. Il aurait pu avoir peur, hein, quand même. Hein. S'attaquer quand même à un projet comme celui-ci, la construction de la grande pyramide, c'est pas évident. La preuve, c'est que personne ne l'a fait depuis. Alors, il a raconté qu'il avait fait pour une seule raison, c'est le cinémascope. C'est la première fois qu'il s'attaquait à l'écran large. Et donc, lui, c'était un technicien, donc un amoureux de l'image, donc il voulait savoir comment il allait se débrouiller avec ça, avec cet écran large. Alors, il en est un peu revenu. D'ailleurs, ça a été son dernier film en cinémascope. Il n'en a plus jamais refait ensuite. Même ces westerns que certains connaissent ici, avec John Wayne, Rio Bravo, Rio Lobo, Eldorado, enfin voilà, ils ne sont pas en cinémascope, ils ne sont pas en écran large. Parce que, justement, traumatisés à cause de la terre des pharaons. Et d'ailleurs, en fait, il a raconté bien après, nous avons passé, c'est Howard Hawks qui parle, nous avons passé notre vie à apprendre comment faire en sorte que le public se concentre sur une chose unique. Maintenant, il faut faire exactement l'inverse. C'est la différence entre l'écran 4 tiers qui permet de focaliser sur des acteurs ou sur un objet ou sur un décor. Et là, alors que le cinémascope, il faut balayer l'écran de gauche à droite, de haut en bas, etc. Donc, ça peut disperser l'attention du spectateur. Et donc, il n'aime pas beaucoup ça. Je ne trouve pas le cinémascope satisfaisant. Il ne vaut que pour montrer des masses en mouvement. Pour le reste, il distrait l'attention, empêche de se concentrer, rend très difficile les effets de montage. Et si ces dimensions étaient satisfaisantes, ça va intéresser Olivier, qui est peintre, les peintres les auraient utilisés depuis longtemps. Et ils sont dans le métier depuis plus longtemps que nous. Ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Il y a quelques tableaux, bien sûr, en format cinémascope, mais c'est quand même assez rare. Donc, alors, et on se souvient aussi des mots de Fritz Lang, le grand Fritz Lang, le grand réalisateur allemand qui ensuite est parti aux États-Unis avant de revenir. D'ailleurs, Fritz Lang, il faut savoir que c'est Hitler, il voulait en faire le cinéaste officiel du régime nazi. Il a refusé. Il est parti aux États-Unis alors que c'était le plus grand cinéaste allemand de l'époque et même le plus grand cinéaste européen sans doute. Hein. Et Fritz Lang n'aimait pas beaucoup non plus Cinémascope. Il disait que c'était tout juste bon à filmer les serpents et les enterrements. Alors, en tout cas, même si ça lui a pas plu le Cinémascope à Howard Hawks, il faut savoir que dès la première séquence, qui est un plan de séquence, c'est la procession. C'est le retour du pharaon.
donc en Égypte, après une bataille victorieuse, et donc enfin, c'est une sorte de triomphe. Et là, c'est juste la mise en scène, hein. Il y a pas de, il y a pas de parole, hein. C'est juste l'image, et tout est dit quasiment par l'image. Qu'est-ce que c'est que cette Égypte des pharaons qui nous semble un peu bizarre quand même, tant de millénaires après, donc un pouvoir pardon, théocratique tout-puissant qui repose sur une main-d'œuvre innombrable et qui répond comme un seul homme à l'appel des pharaons, Dieu tyran, mais aimé de son peuple. Et tout ça est traduit en images bon, fulgurantes. Vous le verrez ce soir, hein, c'est vraiment à couper le souple. En plus, il y a la musique, parlera Olivier tout à l'heure. Ah oui, la musique sur la procession avec des cuivres abrasifs, voilà, on en a plein les yeux, mais aussi plein les oreilles. Et donc c'est une dévotion, cette dévotion qui reposait sur la croyance que le pharaon contrôlait la crue du Nil et assurait l'équilibre du monde. J'espère ne pas me tromper. L'équilibre du monde, c'est la maths. Voilà. Et donc aucun sacrifice n'était trop beau pour le pharaon. Parce que voilà, c'était considéré comme un dieu. Ça peut nous paraître bizarre, mais moi, je sais pas, c'est comme ça, j'ai une association d'idées avec la Corée du Nord. C'est un peu pareil. Non, mais je veux dire, la dévotion par rapport à c'est qui maintenant, c'est Kim Jong-il ou Un, je sais plus. Enfin, voilà, le dictateur voilà, nord-coréen. Il y a une dévotion qui est quasiment, qui est un peu, non, ça peut. Croyez avant. Pardon? C'est ce que l'on croyait avant. On se trompe sur la Corée du Nord? Non. Sur l'Égypte, oui. Ah, sur l'Égypte. D'accord. Là, effectivement. Moi, je pars sous votre autorité. N'hésitez pas à me couper. Alors, à l'époque de la Terre des Pharaons, Howard Hawks c'était vraiment au sommet de sa carrière. Donc, alors, il a été accueilli, mais à bras ouverts par les critiques français, qu'on connaît maintenant, c'est les critiques du Cahier du cinéma, c'est tous ceux qui ont fait du cinéma derrière. C'est-à-dire avec Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, etc. Et donc pour eux, c'était leur dieu, hein. Il y en a certains, alors c'est comment? Pardon? Oui, Truffaut, mais pas seulement, pas seulement. Donc parce que la même année, dans les Cahiers du cinéma, il y avait le fameux article de Jacques Rivette qui est intitulé Génie de Howard Hawks, carrément. Bon, Howard Hawks, génie. Bon. Et le compare à Molière, Corneille et Murnau. Pour ça, c'est un cinéaste allemand, mais enfin Molière et Corneille, la barre est quand même assez haut, hein. Donc, ouais. Ils avaient la tête en feu, hein, les critiques à l'époque. Et pour Rivette, alors lui, c'est le plus grand cinéaste américain vivant, carrément. Alors Truffaut, justement, qui titre dans un hebdomadaire Le secret professionnel, Howard Hawks, intellectuel. Bon. Et parle du plus intelligent des réalisateurs d'Hollywood. Bon, intellectuel Hawks, j'ai regardé quand même ses interviews, pas vraiment. Il entendait tout ça, il était flatté, hein. Tout le monde aime être flatté, donc il écoutait, il disait pas non, vous racontez n'importe quoi. Non, il disait ok, mais il répondait pas. Il répondait pas, ou alors avec un petit sourire amusé. Ok, bah, il essaie de dire, hein, pourquoi pas. Mais en fait, il était tout. Enfin, il était peut-être un intellectuel, hein, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'éduqué. Mais à Hollywood, il y avait un certain anti-intellectualisme. Se faire traiter d'intellectuel à Hollywood, c'était presque une insulte à l'époque, hein. Comment classe? Pardon? Comment classe? Oui, c'est vrai, c'est bien toujours. Mais à Hollywood, quand même, hein, Hollywood, c'était une usine, hein, il fallait faire de l'argent. Donc, et un intellectuel, pour eux, le goût d'un intellectuel ne cadrait jamais avec le goût du grand public. Donc, voilà. Et pour eux, un intellectuel, c'était quelqu'un qui loupait le coche à chaque fois, donc, qui se trompait. Voilà. Il ne fallait pas les écouter. Donc, Howard Hawks ne s'est jamais dit intellectuel. Et c'est vrai que ces films ne le sont pas. C'est pas du tout ni esthétisant, ni intellectualisant. C'est avant tout, lui, ce qui prime, c'est l'efficacité. Hein, pardon? Oui, c'est un ingénieur de formation, effectivement. Donc, et ces films, c'est toujours d'ailleurs, en général, un groupe d'hommes. Oui, d'ailleurs, assez macho, assez viril, hein, en général. Enfin, je me souviens d'Atari, mais enfin, il n'y a pas seulement, hein, il y en a beaucoup, beaucoup,
beaucoup, enfin tous ces films tournent autour de ça. Donc des vrais professionnels qui sont confrontés à des dangers et qui sont loyaux, qui vont jusqu'au bout en fait, du courage, etc. Et en général, le héros gagne la belle à la fin du film. Voilà, c'est assez basique, hein, mais ça c'est un peu traduit tout le cinéma de Howard Hawks. Donc le dire génie, intellectuel, bon, voilà, c'est peut-être un peu fort du café. Alors, en tout cas, bon, ça je vais zapper ça. Il signe à l'époque quand même un contrat quasiment inimaginable pour un metteur en scène à l'époque. Hein. 100 000 dollars de salaire. Alors je crois que c'est annuel. C'est quand même beaucoup. Alors 100 000, bon, 100 000 dollars, on se dit 100 000 euros, c'est pas, non, il faut multiplier par 15 ou par 20. Ah oui, là, ça fait quand même de l'argent. Hein. Plus, et c'est pas fini, c'est-à-dire plus 50% sur les bénéfices de ses prochains films. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il avait le monde à ses pieds. Donc pour lui, la construction d'une pyramide, ça l'effrayait pas. Et en plus, il obtient de pouvoir apposer son nom au-dessus du titre du film. Alors ça, Hollywood, c'est carrément... ah oui, c'est l'honneur absolu. Hein, il y en avait quand même très peu. Il y avait Hitchcock, il y avait peut-être Capra à un moment, Frank Capra. Orson Welles, non, de toute façon, il était fini à Hollywood, hein, il était incontrôlable, donc voilà, le génie. Donc il tournait quasiment plus. Et il y avait Charlie Chaplin aussi, mais pareil, il était blacklisté, donc il ne pouvait plus faire de films, en tout cas pas à Hollywood. Donc il y en avait quand même très peu, Hitchcock, Capra. Ah oui, c'est CP 2000, j'allais oublier, c'est CP 2000 quand même. Bon, enfin, de pépum comme moi, là, si je l'avais oublié, ça aurait été embêtant. Donc voilà, il faisait partie de ces Happy Few. Alors, il s'est un petit peu justement, comme tout le monde le célébrait, comme il avait un peu le monde à ses pieds, des salaires mirobolants, que tout le monde louait son talent, voire son génie, il s'est peut-être un peu abandonné à la surenchère dans ce film. C'est-à-dire qu'il voulait dépasser 2000, qui était considéré comme le plus grand cinéaste d'épopée, enfin les grands fresques, épiques, historiques, et il voulait dépasser. Il faut dire que 2000, je le détestais. 2000, de toute façon, était détesté par tout le monde à Hollywood, sauf le grand public. Hein. Alors ça, le grand public l'adorait, mais par contre, tous ses confrères détestaient 2000. Bon, je ne sais pas si c'est pour des bonnes raisons ou à juste raison parfois, il a eu des comportements limites, très très limites. Moi, je connais bien en fait la bio de 2000, mais enfin, il a été aussi très mal connu en fait. Hein. C'était quelqu'un de beaucoup plus complexe que la caricature qu'on en a fait de ultra-patriote, anticommuniste de droite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il a voulu, là où on lui proposait 5000 figurants, eh ben, il en demandait 10 000. Là où on lui demandait, voilà, tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Et même avec Jack Warner, qui quand même commençait à s'inquiéter du budget de la production qui enflait, parce qu'au départ c'était 3 millions d'euros, c'était déjà une grosse somme, c'était une fortune, et il était en dépassement déjà de 1 million. Ça commençait à sentir le roussi. Et donc du coup, pour les calmer, Howard Hawks leur envoyait la scène inaugurale, la scène de la procession. Et là, Jack Warner me dit c'est génial, on n'a jamais vu ça depuis Intolérance, c'est enfin le film de Griffith, Griffith muet, qui était enfin un énorme film qui a influencé énormément de cinéastes, et qui était un film de culte. Et donc voilà, ça a calmé Warner. Hawks, qui savait très bien y faire, donc a continué à faire ce qu'il voulait, mais avec toujours ce problème de scénario. Hein. Donc ça, c'est toujours pas réglé. Et alors il faut savoir que parmi ces figurants, alors 10 000 pour une seule séquence, je crois que c'est le passage des pierres, et 16 000 en tout selon Noël Howard dans son film, dans son livre, pardon. Et qui paraît-il scandait en chœur Drink Coca-Cola, mais encore mieux Fuck Warner Bros, parce qu'ils en avaient un peu marre à un moment. Parce qu'il faut dire que c'était le cagnard, hein. C'était la canicule, et en plus, c'était le mois du Ramadan. Ça tombe mal quand même. Hein.
Ouais, le ramadan plus des conditions caniculaires, ils n'en pouvaient plus. Alors, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que pendant le tournage, les blocs de pierre qu'on voit, bon, bah, évidemment, c'est pas en pierre, hein, c'est en staff, ils étaient creux. Et il y en a certains qui en profitaient euh, pendant les pauses, ils en profitaient pour piquer une sieste à l'intérieur des blocs. Comme ça, ils étaient à l'ombre, à l'abri. Mais parfois, il y en a un, notamment, alors c'était la grande répétition générale, donc pour le passage des pierres, et donc il y avait tout le staff qui était là, Howard Hawks bien sûr, et au moment du passage des pierres, devant les caméras, eh bien, il y a une pierre en fait qui était tournée du mauvais côté, c'est-à-dire du côté creux, et là à l'intérieur, il y avait un figurant qui était en train de pioncer. Et là, il y a tout le monde qui rigole, sauf Howard Hawks. Hein. Là, ça fait pas du tout rigoler, lui. Et il a dit, en conclusion, on dirait la construction de la pyramide par Laurel et Hardy. Bon, il avait quand même de l'humour, hein, enfin, le flegme. Il n'était pas britannique, mais c'était une sorte de flegme britannique. Et, mais en tout cas, c'est le défi le plus fou et le plus risqué de sa carrière. Alors, certains ont fait un parallèle, certains de ses biographes ont fait un parallèle entre lui, c'est-à-dire qu'il se prenait peut-être pour le pharaon, et il prenait peut-être la construction d'une pyramide comme une métaphore de la fabrication d'un film. C'est possible, ça peut s'entendre comme ça. Hein. En tout cas, il s'est un petit peu abandonné à l'orgueil. C'est-à-dire que lui, en général, sa vision des choses, c'était plutôt à hauteur d'homme. Il plantait sa caméra à peu près, oui, à ce niveau-là, quoi. Alors que là, La Terre des Pharaons, un film sur la construction des pyramides, forcément, il faut des grands angles, des grandes prises de vue. C'était pas son style habituel, mais il s'y a donné presque, peut-être avec excès d'ailleurs, hein, l'orgueil. Il faut dire que Howard Hawks était fasciné par la richesse, par l'or, par tout ce qui est brillant, tout ce qui est précieux, et donc que le pharaon ait l'obsession de garder sa richesse, d'accumuler des trésors, ça lui parlait. Et que le pharaon voulait construire quelque chose d'énorme, pareil, Howard Hawks comprenait ça tout à fait. Parce que pour lui aussi, il voulait faire un film énorme. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne savait pas quoi faire de ce pharaon. Est-ce qu'il est sympathique? Est-ce qu'il est antipathique? C'est un peu le problème. Et d'ailleurs, il l'a dit. Est-ce que je n'ai pas été en fait capable de mettre là-dedans quelqu'un auquel on peut s'identifier? Alors lui, peut-être s'identifier, mais il a bien vu qu'en fait le grand... Bon, disons que ça, c'est des réactions après l'échec. Hein. Forcément. Hein, si La Terre des Pharaons avait été un grand succès public, il aurait dit c'est génial, j'ai tout réussi et c'est super. Bon, là, il est obligé de se justifier, de trouver des raisons de cet échec. Et d'ailleurs, il a même dit tous les personnages étaient des fils de pute. Je suis désolé, hein, c'est un gros mot, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, mais beaucoup disaient que Howard Hawks était comme un pharaon hollywoodien. Et l'un de ses biographes a noté que le pharaon représentait l'image que Hawks se faisait de lui-même, c'est-à-dire riche et puissant, fasciné par sa séduisante jeune épouse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 32 ans plus jeune que lui, et recevant l'aide inappréciable de grands professionnels. Alors c'est vrai que là, pour le coup, il avait de grands professionnels autour de lui. À commencer par... Alors, je ne vais pas tout de suite commencer par Faulkner. William Faulkner, vous en avez parlé? Non? William Faulkner, au scénario. On verra tout à l'heure. Hein. William Faulkner, alors peut-être que ça dit quelque chose à certaines personnes ici. William Faulkner est considéré toujours comme le Shakespeare américain, comme le plus grand romancier américain du XXe siècle, ou le plus grand écrivain, tout simplement, américain du XXe siècle, voire le plus grand écrivain du XXe siècle tout court. Il a participé au scénario. Alors, en tout cas, il est au générique. Alors, il y a d'autres scénaristes qui sont moins connus. Howard Hawks, d'ailleurs, a participé au scénario. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À la photographie, ce sont deux à s'être... Ah oui, effectivement, ça avance vite. Et j'ai pas dit même pas le tiers de ce que je... Je vais accélérer. Alors, il y a Alexandre Troner. Cocorico, c'est un Français. Enfin, Français d'origine hongroise. Décorateur. C'est lui
qui a fait les décors du film. C'est lui qui a eu plusieurs idées parce qu'il est devenu quasiment un égyptologue sur le tournage. Enfin, pour préparer en tout cas le film, il a fréquenté tous les musées, toutes les librairies, les bibliothèques. Il a tout lu sur le. Il a travaillé de concert avec Noël Howard, qui était un petit peu aussi le préposé enfin, pour éviter les anachronismes. Il y en a quand même. Vous l'avez raconté tout à l'heure. Et effectivement, il travaillait aussi avec l'égyptologue dont vous avez parlé, Jean-Philippe Lower, qui est mort à 99 ans. On l'appelait en Égypte l'oublié de Dieu. Parce qu'à 99 ans, il faisait encore des fouilles. Non. Non. Ah, bon, bah, voilà. 92. J'aurais aimé le croire. 92 ans, oui. Ah, c'est quand même. Ah oui, 92 ans quand même. Bon, c'est kiff, c'est pareil. À 7 ans près. 92 ans, il faisait des fouilles. Incroyable. Et ils se sont basés sur son bouquin Le problème des pyramides, qui, je crois, qui est paru en 1948. Voilà. Si je me suis renseigné, là, j'en suis sûr. Donc voilà, et même le costumier français. Je crois que il s'appelle Maillot. Il a participé aussi au réalisme, ce qu'on a appelé le réalisme poétique français. D'ailleurs, Troner, et c'est celui qui a participé. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je crois qu'il y a Quai des Brumes, Le Jour se lève, tous les films du tandem Carnet-Prévert. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'était Troner qui était au décor. Il a aussi décoré Othello d'Orson Welles. Il a fait les films de Billy Wilder. Il a fait les films de Bertrand Tavernier, plus récemment. Il a fait Subway de Luc Besson. Enfin, les films de Joseph José, c'était un grand bonhomme. C'était une légende. C'était une légende. Donc voilà, il était entouré donc des meilleurs. Il était entouré donc de William Faulkner. Le problème de William Faulkner, c'est que il était là pour toucher ses 15 000 $. 15 000 $, qui était une somme quand même, multiplié par 15, multiplié par 20, voilà, c'est pas si mal. Sauf que il n'a pas fait grand-chose, William Faulkner. Il était avec, je crois qu'il était avec une admiratrice qui avait 19 ans. Décidément, il aime bien les jeunes femmes, voilà, donc qu'il admirait, et c'était la fille d'ailleurs d'un pont de MCA, et il passait ses journées donc soit avec elle, soit à s'alcooliser, voilà, du matin au soir. Il était en état d'ébriété quasiment constante. Alors il aimait beaucoup la France, donc c'est un film assez français, quand même, La Terre des Pharaons. Noël Howard, franco-américain, Alexandre Troner, le costumier dont j'ai parlé. Il y a même une actrice française, celle qui joue la première épouse du pharaon. Eh bien, elle est née à Toulouse et elle a vécu, je crois, en Alger. Oui, Alger, enfin, en tout cas en Algérie. Enfin, son père travaillait là-bas, dans l'Algérie française de l'époque. Et Faulkner était aussi un francophile. Il adorait Napoléon, il adorait De Gaulle. Il a même eu un projet sur la vie de De Gaulle. Et bien sûr, il adorait le vin français. Oui. Et à un moment, d'ailleurs, il pose la question, est-ce que les pharaons buvaient du vin? Alors là, tout le monde s'empresse de le rassurer. Non, oui, ils buvaient du vin, parce que sinon, ils se seraient complètement désintéressés du film. Alors déjà... donc voilà. Et alors, la contribution de Faulkner. Alors, je vais aller vite, parce que il y a Olivier qui doit parler. Et donc, la contribution de Faulkner, c'est le co-scénariste qui... pendant le tournage, qui se tient les côtes. Il se tient à un rocher surtout, et avec l'autre bras, il se tient les côtes. Il est complet. Enfin, il n'en peut plus. Et il est plié en deux. Et il y a Noël Howard en fait qui s'approche de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui tend une feuille quasiment blanche, et il dit à Noël Howard, voilà. La seule contribution, l'unique contribution de William Faulkner au scénario. Et donc, il lui tend la feuille. Et donc, il y a Noël Howard qui la regarde et qui la lit. Et et il raconte, au bout de 4 mois, voici la première, la seule contribution au scénario de William Faulkner. Et donc, il lui tend la page, presque blanc. Au bout milieu, ces lignes tapées à la machine. Les travaux de la pyramide durent depuis 15 ans. Le pharaon se rend sur les lieux, appelle un contremaître, et le pharaon lui demande « Alors, comment ça va le boulot ?» Voilà la contribution de William Faulkner, le Shakespeare américain, au scénario La Terre des Pharaons. Il a été payé 15 000 $, multiplié par 15 par 20, ça fait quand même pas mal le mot, même la lettre. Ok, voilà. Donc, et la musique, dans les meilleurs.
il y a aussi Dimitri Tiomkin, le musicien, je l'avais oublié. Mais c'est justement pour faire la transition avec Olivier. Donc voilà, parle-nous de la musique de la Terre des Pharaons. On remercie Bilal. Mais comme vous voyez, ces feuilles sont agrafées. Il en reste 2. Il aurait fallu porter jusqu'au début du film. Mais je le savais. En tout cas, je sens qu'il a dit l'essentiel de ce qui intéresse les spectateurs de ce soir, suite à ce qu'a dit Alain Charon, pour éviter de répéter les choses ou de les alourdir. Alors moi, par contre, ça va être très simple, c'est-à-dire que je vais faire mon petit quart d'heure en 2 temps. Il va y avoir un court curriculum vitae de Dimitri Tiomkin, que vous voyez, j'ai immortalisé en égyptien. Alors, je l'ai fait dans cette position, c'est de façon voulue, comme j'avais rendu hommage à Christophe Chanclot l'année dernière, c'est-à-dire Dimitri Tiomkin, qui n'est jamais allé en Égypte, en tout cas, il y est allé peut-être en tourisme, mais il n'y est pas allé pour se référer, pour faire un acte de reconnaissance des lieux. Alors moi, carrément, je l'ai mis avec tous ses vêtements, son accoutrement, si vous voulez, égyptien, hein, c'est-à-dire il y a même le serpent au-dessus de sa couronne, etc. Et surtout, je l'ai installé, donc j'ai fait une transposition de la musique, de ses rêveries musicales. Il se retrouve peut-être pour se concentrer dans son travail en chambre. Il faut savoir que les musiciens, quand ils ont une commande avec un cahier de charge, ils se retrouvent seuls devant leur piano. Il y a d'ailleurs sur Internet, vous pouvez tomber sur plusieurs photos de Dimitri Tiomkin qui est devant son piano en train de travailler. On le voit avec son stylo en train de corriger quelques phrases musicales. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil. J'ai même noté Tiomkin. J'ai mis la partition sur le piano de ce qu'il est en train d'écrire, note pour note. Voilà. Je ne voulais pas arriver les mains vides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une coïncidence purement, les pauvres s'ils le savaient, c'est que Dimitri Tiomkin était né en 1894 et est mort en 1979. Donc il a vécu 85 ans, exactement jour pour jour, la même durée de vie que Jean Renoir, dont j'ai parlé avant-hier et il y a 3 jours. Ils se sont peut-être connus parce que sachez que tout le monde le sait, comme Jean Gabin, comme beaucoup d'acteurs et beaucoup de metteurs en scène, ils ont quitté la France pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, hein, et pour certains, ils ont une carrière intéressante, plus que ça pour Jean Renoir. Donc voilà, ils ont pu se rencontrer, ça, il n'y a rien qui le dit, mais on pourrait l'imaginer. Ils étaient en œuvre de maturité, on va dire à cette époque-là, années 40 et début 50. Donc, américano-russe, double nationalité, donc, parce qu'il a obtenu en 1917. Il a été très vite au conservatoire de Rimsky-Korsakov, qui était un des maîtres à penser, et qui était aussi, ça les gens le savent peu, pédagogue, à Saint-Pétersbourg. Donc, comme professeur, il y a eu Glazunov au piano et Horowitz, le grand Vladimir Horowitz, qui a été celui qui aurait voulu aussi écrire pour le cinéma, mais qui s'est complètement concentré sur le piano, à la différence de Dimitri Tiomkin, qui a eu un grave accident à l'épaule en 1929, à l'époque du krach boursier, c'est peut-être lui qui l'a déclenché, et en tout cas, il a eu, à cause de cette blessure à l'épaule, une impossibilité de pouvoir jouer, même la symphonie pour main gauche, qu'ont joué souvent les pianistes reconnus. Donc, il a eu une carrière écourtée de pianiste professionnel. Il aurait pu être concertiste et il a été reconnu par beaucoup de musiciens quand il est venu en Europe se présenter. Cet homme est très vite devenu, parce qu'on ne devient pas compositeur de musique de film sous le pas d'un cheval du jour au lendemain, il a été très vite repéré, on va dire, par sa curiosité. Sa curiosité est allée jusqu'au jazz, qu'ont suivi d'autres grands maîtres comme Stravinsky, Debussy, je peux citer aussi Ravel, Prokofiev. Bon, beaucoup de musiciens se sont intéressés au jazz quand en novembre 1917, les Américains sont venus en France en navire. Et ils sont venus avec un big band brass tenu par des militaires. Et très vite, ça a été une musique éclatée, extraordinaire. Ont suivi Louis Armstrong et Kid Ory et d'autres, et évidemment Joséphine Baker en 1925. Donc, on en a reparlé beaucoup à l'automne dernier, mais elle a vraiment fait partie de ça, notamment à l'époque des clubs parisiens et justement des musiques jazz qui commençaient à poindre. Et notamment en Allemagne où elles étaient mal vues.
Il y a même des revues de l'art nègre qui circulaient. Elles étaient très mal vues dans les années 30, mais pas pour les musiciens. Hein. Les grands compositeurs, les grands chefs d'orchestre reconnaissaient en la musique de jazz une musique savante, comme l'étaient les musiques folkloriques et comme l'étaient les musiques du monde. Musique folklorique, musique, je l'avais noté. Oui, ce qu'on peut appeler les musiques du monde maintenant. Hein. Donc, les folklore et les musiques traditionnelles, voilà, c'est ce que je voulais dire. Toutes les musiques traditionnelles ont une forme de folklore en elles. Et tous ces chefs d'orchestre ou compositeurs ont été très curieux. Hein. Herman, évidemment, et puis Tiomkin, n'en parlons pas. Parce que pour composer des musiques, comme il l'a fait, tellement éclectiques, entre Alice au Pays des Merveilles en 1933, en passant par L'Ombre d'un doute d'Hitchcock. Il a fait 5 films avec Hitchcock, 4 avec Frank Capra, 2 avec King Vidor et beaucoup de westerns. C'est quand même, je vous ai noté juste pour vous citer des films. Vous allez dire, c'est pas possible, c'est pas Dimitri Tiomkin qui a écrit ça. Et pourtant, oui. Alors, L'Ombre d'un doute, en 43, La vie est belle, de Frank Capra, c'est sa musique. Duel au soleil, de King Vidor. Bon, j'ai Tarzan, Les Sirènes, Cyrano de Bergerac, L'Inconnu du Nord Express, une merveille absolue d'Hitchcock. Le train sifflera 3 fois, avec lequel il aura 2 Oscars. L'Oscar pour une musique, tout simplement, c'est-à-dire la chanson a été retenue et interprétée par les musiciens de jazz par la suite. Et en plus, I North. C'est ça, exactement. En traduction française, évidemment. C'est comme Les Feuilles mortes, Autumn Leaves, ça n'a pas de rapport. Souvent, les titres de films n'ont rien à voir avec les titres de morceaux qui ont été enjolivés. My Way, hein, on sait très bien que My Way, c'est tout à fait autre chose. Donc, je continue. Le train sifflera 3 fois, donc 2 Oscars pour la musique, mais aussi pour la chanson, qui a été extirpée, comme dans Carmen, où il y a 65 tubes à la minute. La captive aux yeux clairs, de Howard Hawks, déjà, le génie, arrive à poindre à l'horizon en 52. Puis alors, La loi du silence d'Hitchcock, Le crime était presque parfait, La terre des pharaons, c'est ce soir, n'oubliez pas votre ticket. Géant, de George Stevens. Règlement de compte à Hockey Choral, c'est lui aussi. Le vieil homme et la mer, John Sturge, c'est lui. Incroyable, avec Hemingway, ce si grand livre, et c'est si belle réussite. Un des rares films qui est aussi intéressant que le livre, ou qui en tout cas apporte beaucoup à la lecture et l'envie de se mettre à lire ce livre. Rio Bravo, lui aussi. Le dernier train de Gun Hill, c'est lui aussi. Les canons de Navarone, j'hallucine. Les 55 jours de Pékin, la chute de l'Empire romain, le plus grand cirque du monde, et Tchaïkovski, d'Igor Talankin. Pour la petite histoire de la télévision, il a fait Le Mystère de l'Ouest, rien que ça. Mais enfin bon, j'avais quand même envie de vous le citer parce que c'est quand même pas rien, Dimitri Tiomkin. Plutôt que de vous parler des éléments sonores de la musique de film, c'est plus compliqué pour moi que pour Gaël ou Monsieur Charon, car je ne peux pas vous citer forcément des scènes vivantes qui transportent l'auditeur et le témoin oculaire. Alors que là, on est plutôt dans les perceptions, ce qu'on appelle le tissu musical. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà, donc je vous ai fait un petit aperçu de cet homme merveilleux. J'ai essayé qui ressemble à peu près à ça. Hein. Il souriait souvent. Voilà, alors. Ce qui est marrant, c'est que c'est un Russe qui a fait les meilleures musiques de western. C'est tout à fait ça, hallucinant. Bien sûr, tu as tout à fait. Merci d'essayer de joindre quelques idées. N'hésite pas à t'engouffrer. Moi, par contre, j'ai jamais réussi à te couper parce que tout était bien, tu as beaucoup parlé d'argent, mais je pense qu'il a été bien payé, Tiomkin. Donc, de toute façon, j'ai pas les chiffres. Mais j'imagine quand même, quand on est quand même quelqu'un que je peux vous citer parmi, parce qu'il faut savoir, les grands, bon, alors, les grands metteurs en scène pour qui il a travaillé, je vous l'ai dit, Howard Hawks, William Wyler, Richard Fletcher, John Huston, Alfred Hitchcock et Frank Capra. Bon, ça c'est pour les metteurs en scène. Mais pour les musiciens-compositeurs de films, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rozsa, Frank Waxman, et puis Herman, évidemment, n'en parlons pas. Il fait partie de ces grands hommes, compositeurs, chefs d'orchestre, comme l'était Bernstein pour West Side Story, Charlie Chaplin, qui a écrit tous ces films, qui a composé toutes les mises en scène, toutes les musiques de films, ou beaucoup de musiques de films, sur 3 films en tout cas, dont la grande musique qu'il a composée, qui a été reprise par les jazzmen dans Le Dictateur, qui est un film magique et prémonitoire. Quand il a surtout dit, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous en voulez à Hitler? J'en veux pour 2 choses. D'abord, il est né le même jour et la même année que moi, 29 avril 1889. Tous les deux, Charlie Chaplin, les 2 hommes les plus opposés, peut-être avec Gandhi et Hitler. Il y avait Charlie Chaplin. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit, il m'a piqué ma moustache. Je l'ai revu récemment, Le Dictateur. Quel chef-d'œuvre. Il m'a piqué ma moustache. Voilà. Et en 1914,
Charlie Chaplin, pour son premier petit film, Le Policeman, il n'a pas de moustache. Vous pouvez remarquer ça. Et dès son deuxième film, le troisième, La Cure, etc., il a toujours une petite moustache carrée. Et Hitler, en 1916-17, il a la moustache petite carrée jusqu'à son putsch, la prison et Mein Kampf, et puis jusqu'à son élection en 33. C'est assez extraordinaire, mais toujours dans l'ironie. Il m'a piqué ma moustache. Il aurait pu lui en vouloir pour d'autres choses. Voilà, c'est ainsi qu'il a fait son film, sans s'embêter. Vous vous rappelez la scène extraordinaire c'est la plus belle scène qui peut exister, je suis obligé de vous la faire. Alors, je vais la faire avec Gaël. Allez, on va vous faire plaisir, on va la faire ensemble, c'est gestuel. Mais si, tu vas te lever. Vous allez voir. Hitler, reçoit... Non, toi tu vas faire Mussolini. J'ai fait Hitler, donc, il est sur le quai, et il reçoit Mussolini. Ah, vous connaissez la scène, elle est historique. Ce n'est que gestuel, ça pourrait être dans un film muet. Alors, tu vas t'approcher de moi. La scène avec les ballons, là. Non, mais ça c'est impossible à faire. D'abord, c'est du Wagner. Alors, approche-toi, tu vas voir, c'est génial. Quand tu vas lever la main, tu vas faire le signe hitlérien, moi je vais te serrer la main. Non, mais je vais te serrer la main. Et tu ne vas pas me chercher. Tu vas lever ton bras et moi je vais te serrer la main. Et au moment où je vais faire le signe hitlérien, tu vas me serrer la main. Tu vois, c'est génial. On y va? Allez, vas-y. Non, tu me serres la main. Allez. Non. Allez. Non, on va pas se tromper. Quand je lève le bras en haut, tu me serres la main. Tu dis bonjour. Mais tu ne me trouveras pas. Et quand tu veux faire le salut hitlérien, je te serre la main. Attention, c'est parti. C'est génial. C'est absolument génial. Alors, le ballon, effectivement, musique de Lohengrin, la musique de Lohengrin, qui est une merveille de prélude. Alors, de toute façon, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez vous régaler, j'en ai pour 5 minutes, parce que ça tourne. Mais je pense que Jean-Paul et Cathy vont me laisser 5 minutes de plus. Enfin, je sais pas, je vous les impose, mais bon. Je ne suis pas espagnol, mais il existe dans le jazz le quart d'heure jazzman. Voilà. Non. Alors, je voulais vous parler de deux choses qui vont beaucoup vous intéresser. C'est le tissu musical. Alors, moi, j'ai noté 2-3 petites questions qui m'interloquent pour la musique de film en général. Doit-elle illustrer les images? C'est-à-dire, doit-elle accompagner comme ça coûte que coûte? Que doit apporter la musique au-delà des effets? Vous savez très bien que dans les musiques, il y a des effets. Comme il y a des effets, coup de pied aux fesses pour Laurel et Hardy, coup de je sais pas quoi, coup de bouclier, coup d'épée, coup de glaive, etc. Mais qui ne sont jamais donnés. Donc, quelque part, quand on veut regarder les détails de façon un peu maniaque et mesquine, on peut se dire « Oh, il a raté le coup. Ah, il a rien au poitrail. » Bon, voilà, on s'en sort plus. Mon père disait « Pourquoi Tarzan est toujours rasé de près ?» Incroyable. Pourquoi il y a 11 crocodiles derrière et pourquoi il arrive toujours avant les autres? Il était champion olympique. Et il avait la tête hors de l'eau pour voir toujours les crocodiles. Il disait la tête sous l'eau, ça aurait été l'horreur. Voilà. Donc, c'est vrai que quelque part, on peut paix en son âme, et Johnny Weissmuller a été le meilleur acteur possible pour jouer ses rôles. Mais enfin bon, on peut se poser des questions. Ce qui m'intéresse pour vous, puisque je suis professeur au conservatoire, donc je suis un peu tributaire. Il est parti pour 1 heure. Non, ça va très vite. Je sais pas si vous Mais non, mes amis, mais non. Je dis, rappelez-vous, ça c'était une coquetterie, mais je voulais pas le manquer. Et je peux pas le faire seul. C'est surtout ça, je peux pas le faire seul. Ça. Il me faut un miroir. Tu es mon miroir. Merci Mussolini. Ah, c'est génial. Et une fois, je jouais avec Laurent Fickelson au Duc des Lombards et on l'avait fait à l'entrée des spectateurs. Alors, il y avait la porte ouverte pour que les clients rentrent avant qu'on joue et nous, on faisait comme ça. C'est très drôle. Bon, alors, donc, c'est ça que je voulais vous dire. La musique, c'est d'abord la mémoire des sons. On a besoin, tous, inconsciemment, de façon immémorielle, inconsciemment, on a besoin de cette mémoire des sons. Et elle remonte dans nos plus anciennes mémoires de l'enfance et de l'adolescence. Elles sont gravées à jamais. Qui ne retient pas la musique de Zorro, de Thierry Lafronde, de Bonne Nuit les Petits, à la flûte à bec, quand on dit aux enfants, c'est pipeau, ça intéresse pas les enfants. Papa, j'ai fait du pipeau à midi, c'est l'horreur. À 16h, je vais refaire de la flûte à bec. C'est l'horreur. Écoutez. Ça n'a rien à voir avec la Terre des Pharaons. Si. C'est les musiques de films. Si, ça a à voir. Tu vas comprendre. Parce que, c'est quoi? Non, mais si, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Mais si. Alors, tu vas comprendre. Les musiques de films, je les fais travailler à mes élèves. Les enfants, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez travailler comme musique de film? Ils me disent Star Wars. Tiens, ils connaissent par cœur. Et quand ils travaillent la musique de film, ils oublient le film. Ils en ont plus besoin. Ils ont plus besoin de savoir si c'est une scène de bataille. Ils goûtent la mélodie. Donc, ce qui est très important quand vous écoutez une mélodie de film, c'est
Je ne parle pas de Tiomkin, mais de toute façon, Tiomkin c'est un cas isolé et c'est surtout un exemple, un prétexte. C'est un prétexte pour ce soir. J'ai plutôt envie de vous parler d'une musique de film pour que vous écoutiez les musiques de film autrement dans quelques jours, si vous rentrez chez vous et si vous êtes venu depuis lundi. Qui a écouté vraiment les musiques de Noé? Levez les doigts. Quand une musique est très belle, on ne l'écoute plus. Elle suit le film, elle court, elle glisse comme un torrent. On n'en a plus besoin. Mais par contre, quand on l'enlève, c'est fou, c'est le handicap total. C'est quand on vous enlève 2 pieds directement. Donc c'est vrai que je ne quitte pas mon rôle de ce que je veux vous dire ce soir. Je vais vous montrer l'importance définitive et vitale, pratiquement, parce que qui n'a pas besoin de musique dans la vie, c'est si vous voulez, garder ce tissu musical étroitement lié à la musique, mais qui peut être enlevé. La preuve, Dimitri Tiomkin a sorti l'année suivante, tenez-vous bien, tiens-toi bien Gaël, la liste des titres de l'enregistrement par Royal Symphonic Orchestra direction Elmer Bernstein, qui n'a rien à voir avec Bernstein, l'homme de West Side Story. Il y a un disque qui a été vendu pratiquement autant que le film. Prélude, Pharaoh's Procession, Funeral Song of Joy, Vashtar, merci M. Charon de l'avoir souligné souvent, The Building of Tomb, The Labyrinth, Pharaoh's Grial, The Sailing of the Tomb et Final. C'est le disque que les gens se sont arrachés. Mais ils n'avaient plus besoin de voir le film. Ils n'avaient plus besoin de voir une pyramide, de voir un mec complètement enfermé dans ce tombeau définitivement, de voir tout l'or qui croulait autour, de voir comment dans ce labyrinthe on pouvait se retrouver et en ressortir. Non, c'est ça qui est important. La musique est un tout dans un tout. C'est le spectacle dans le spectacle. On enlève la musique, on la sort, ça devient un tout. Et on peut rêver avec. Demandez à Charlie Chaplin, demandez à tout le monde, vous verrez ce qu'ils vous diront. J'ai discuté avec Michel Legrand en 2001 et il m'a expliqué comment il faisait. Alors je vous explique, et Dimitri Tiomkin me fait pareil. Est-ce que vous croyez que Dimitri Tiomkin s'est retrouvé dans sa chambre en disant « Bon, il y a une scène d'étreinte, allez, je vais composer une petite musique. Cahier des charges. Alors après, ouais, une étreinte, une musique de guerre. Ouais, bon, alors, mais ça ressemble beaucoup à la scène d'amour. Non, je vais quand même l'enlever. Non, on fait pas comme ça. Il a pris la musique 3, 17, 19. C'est les scènes d'étreinte d'amour. Il les a toutes composées. Ensuite, il a fait la musique 2, 11, 23, musique de guerre, musique de bataille, musique de chant de bataille, de tranchée. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et ensuite, on remonte son puzzle. C'est comme ça qu'on peut se contenter. Podane, il m'a expliqué comment il a fait, puisque évidemment, Catherine Deneuve et notre ami Jacques Perrin étaient dans ce film. Podane, il a composé comme ça toutes les scènes d'amour, il les a composées tranquillement. Et ensuite, il a composé le reste. Et c'est le metteur en scène qui, en voyant comment, dans un répertoire final, suivant la chronologie du film, sa démarche, sa démarche coulant comme le fleuve tranquille, puisque même si c'est un film violent, rapide, nerveux, ça défile à sa vitesse et l'homme, le spectateur oculaire, peut s'habituer à ça. Il s'adapte. Et il s'adapte à un film lent. Vous allez vous adapter ce soir. C'est un film très lent. Les musiques sont des fois embêtantes, mais elles sont des fois plus intéressantes que la scène où il n'y a pas de scénario. Gaël vous l'a dit, il n'y avait pas forcément de scénario dans ce film. Les scènes musicales sont très intéressantes parce qu'elles suppléent, elles augmentent, elles supportent et elles habillent. Voilà, elles n'enrichissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir? Ça veut dire que le film est appauvri, le film est pauvre et on enrichit. Non, mais par contre, elles peuvent supporter et par élégance, se connecter, fusionner, et voilà. Donc j'ai terminé, je voulais vous expliquer que si vous avez tous été jeunes, comme je l'imagine, vous avez pu rêver pour des films. Alors je vous cite juste quelque chose. Les musiques, attention, et il y en aura ce soir. Les dossiers de l'écran. Qui n'a pas écouté les émissions d'Armand Jameau? Tintin, c'est l'horreur. Et t'avais Jean-Maurice Rouquette qui arrivait. Eh ben, je vais vous dire, moi, quand j'étais jeune, j'allais chercher les pierres, je les déplaçais, et je regardais un peu plus bas, il y avait des trous noirs. Et puis il y avait des gens qui parlaient avec un bel accent parisien. Oh, ben, je vous en prie, monsieur Rouquette, vous êtes de là-bas dans le sud, tout de même, un peu de décence. C'était génial ces émissions. Pourtant, la musique était catastrophique. La Terre des Pharaons est passée au dossier d'écran. Ah ouais, tout à fait. Regardez Apostrophe. Musique de Rachmaninov, concerto pour piano et orchestre. Extraordinaire. Question au gouvernement, Schumann. Extraordinaire. Voilà. Non, mais c'est important parce que finalement, qu'est-ce qu'a fait Tiomkin? Il a fait des westerns. On lui demande d'un seul coup de faire un film sur le péplum, comme il a fait deux, trois fois dans sa vie. D'un seul coup, il y a un cahier des charges. Musique d'Odéric, puissance monstrueuse au début et douceur juste après avec une petite valse. Manix, musique joyeuse tout le temps.
Alors que ça s'entretue tout le sein. Ça, c'est les brigades du cuivre. Claude Bouling, de Charleston. Non, je suis désolé, je reprends le micro. Non, Derrick, non, c'est pas possible. Non, il y a des limites. Ah, je voulais vous dire que le film est en version anglaise, donc sous-titré français. Mais finalement, alors c'est peut-être un bien, parce que dans la version française, il faut savoir que le pharaon est doublé par la voix de John Wayne. Donc entendre un pharaon avec la voix de John Wayne, ça fait bizarre. Ouais, je veux dire. Surtout que l'acteur, alors John Wayne a failli jouer le pharaon. C'était l'acteur fétiche de Howard Hawks. C'était pas seulement celui de John Ford, c'était aussi celui de Hawks. Bon, et là Hawks a dit non, John Wayne quand même en pharaon, là ça va pas, surtout avec son accent, là, il grommelle, c'est pas possible, c'est trop rustique, ça passera pas. Donc il a préféré prendre Jack Hawkins, qui était un Anglais, qui a fait du théâtre, Shakespeare, tout ça. Donc là ça collait un peu plus. Et Jack Hawkins d'ailleurs a accepté parce qu'il y avait Faulkner en générique. Bon, il s'est rendu compte après. Hein. À mon avis, pas un des mots que j'ai dit dans le film vient de lui. Voilà. Donc, ah oui, juste pour conclure, parce que là, l'heure l'a dépassé déjà. Hein. C'est l'un des films préférés de Martin Scorsese. Vous connaissez Martin Scorsese. Il le revoit sans arrêt. C'est voilà, pour lui, c'est la concrétisation d'un rêve d'enfant. Il adore hein, l'Antiquité, il adore les péplums, hein, Scorsese, un authentique fan. Mais ce film-là l'a complètement transporté dans l'Égypte antique, même s'il n'est pas très authentique, hein, sans doute, mais en tout cas, pour lui, voilà, il nous fait entrer dans leur religion. Voilà, il nous dit, voilà, il a perçu quelque chose de fondamental là-dedans, par l'image. Peut-être pas par le scénario, mais enfin, il y a quand même un scénario, hein, quand même. Hein, ils ont fini par en faire un, hein, pas Faulkner, mais les autres. Hein. Donc, bon, ça tient debout, à peu près. Hein. Voilà, donc, non, c'est vraiment un très beau film. Si Martin Scorsese le regarde sans arrêt, c'est que il y a une raison. Hein. Voilà. Donc voilà, on vous attend au Théâtre Antique. Merci.